l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas du tout tiré des enseignements de ce qui s'est passé en Géorgie en 2008. Au contraire, ils ont dit, ok, ça s'est passé comme ça, désormais on ne va pas les provoquer, ça va s'arrêter là, on va essayer d'être encore plus conciliant. Barack Obama a proposé la Reset Policy. Vous savez, quand ils ont appuyé sur le bouton pour recharger les relations américano-russes, l'Union européenne a suspendu la Russie pendant quelques mois les négociations avec la Russie, mais a repris très rapidement, en pensant que voilà, maintenant le temps des affrontements était fini et on allait proposer quelque chose pour coopérer. Mais ça montre à quel point on se trompait, parce que Vladimir Poutine, à chaque fois que les Occidentaux revenaient avec des propositions constructives, parce que je pense que ces propositions étaient constructives, il considérait ça comme un signe de faiblesse, et il avançait ses pions. Donc 2008, la guerre en Géorgie, 2012 commence la grande croisade contre l'Europe, donc là, cette idée de l'union douanière, de l'union eurasiatique. 2013, oui, fin 2013, Maïdan, Ukraine, etc., etc. Annexion de la Crimée en février-mars 2014. Discours le 18 mars de Vladimir Poutine célébrant l'annexion de la Crimée, oui, directement. Ce que ça veut dire, il parle de la Grande Russie. C'est-à-dire ce que c'est la Russie. La Grande Russie, c'est la Russie plus, en gros, la moitié de l'Ukraine et partout où il est russophones. Ça veut dire que les frontières héritées de la guerre froide ne sont plus considérées comme étant légitimes. Et Vladimir Poutine officiellement apparaît comme un révisionniste. Il dit qu'il ne reconnaît pas ces frontières issues non seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la fin de la guerre froide. La Russie était signataire en 1994 d'un document avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, et ce document ensuite a été également paraphé par la France et par la Chine, qui garantissait l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On appelait ça le mémorandum de Budapest. Décembre 1994, la Russie a signé, il y a la signature du président russe qui garantit l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, Crimée incluse, bien sûr, en échange de l'abandon de la part de l'Ukraine de son arsenal nucléaire. Les Ukrainiens ont abandonné volontairement en disant ok, on ne veut pas parce qu'à l'époque il fallait éviter qu'il y ait une prolifération nucléaire. Les Ukrainiens ont rendu ce qu'ils avaient en espérant que ça allait garantir leur indépendance. Aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens disent mais si on avait su, on n'aurait jamais vendu la bombe nucléaire. On n'attaque pas un pays nucléaire, on ne pique pas des territoires à un pays nucléaire. Donc maintenant, ça sera très difficile aussi, dans d'autres dossiers, expliquer aux Iraniens non, vous ne devriez pas avoir de bombe nucléaire. Ben pourquoi? Non, croyez-nous sur parole qu'il ne vous arrivera rien. Ça va être très difficile là, de leur expliquer ça. Pas seulement aux Iraniens, aux autres également. Annexion de la Crimée et la guerre à l'est de l'Ukraine. Et en parallèle, évidemment, on continue à avoir des discours où on ne reconnaît pas officiellement. Les soldats russes se sont perdus, ils se retrouvent sur le territoire de l'Ukraine, mais ils se sont égarés, ils ne connaissaient pas le chemin. Après, vous avez des centaines. Oui, mais là, ils sont en congé, en fait, parce qu'au lieu d'aller passer leurs vacances à la mer, ils ont décidé de se battre en Ukraine. Le matériel militaire qu'ils ont, c'est des dons, ils achètent ça dans les magasins, on abat les avions de ligne, et on dit, on avance des théories totalement abracadabrantes, en disant que c'était peut-être la CIA, ou c'était les Ukrainiens eux-mêmes, ou je ne sais quoi, les Ukrainiens qui voulaient abattre l'avion de Vladimir Poutine qui volait à 500 km plus loin, et ils ont abattu un avion de Malaysian Airlines. Donc ce genre de choses ne sont évidemment pas crédibles en Occident, mais en Russie, vu le monopole de l'information, vu cette haine, mais vraiment je pèse mes mots, depuis quelque temps la télévision russe diffuse véritablement des images de haine vis-à-vis de l'Occident. C'est pire que la guerre froide, c'est-à-dire, et ils articulent, je ne peux pas développer, je n'ai pas le temps de développer, mais ils articulent autour de deux choses. Premièrement, l'Europe décadente. Ça c'est la grande théorie de Vladimir Poutine, soutenue par l'Église orthodoxe, soutenu par ces géopoliticiens qui articulent autour de lui. L'Europe est en train de mourir, c'est un continent qui n'a plus de repère moral. Regardez le mariage pour tous, etc. L'Europe gouvernée par les minorités ethniques et par les minorités sexuelles. Nous, la Russie, on est moralement plus fort, on est le dernier îlot de normalité sur le plan mondial.
et c'est nous qui allons régénérer le monde civilisé, etc., blablabla. Donc ça, et puis c'est d'un niveau, franchement, qui mérite les voiles, parce que c'est ce peuple russe qui a une culture immense, qui marche dans cette combine de bas étage. C'est absolument hallucinant, mais avec les images, les technologies modernes, c'est une réalité totalement parallèle. Alors on déclare, on dit que les Occidentaux, ils veulent s'emparer de Moscou, ou ils font exprès de faire la propagande de l'homosexualité en Russie pour que les Russes ne se reproduisent plus. Ce genre de technique. Mais c'est à la télévision russe, première chaîne, et bientôt vous allez avoir Russia Today, qui est une chaîne qui dépense beaucoup d'argent pour faire avancer ses opinions dans le monde occidental. Bientôt on va avoir Russia Today en français. Bon, allez voir, juste pour voir ce que cette télévision diffuse sur l'Occident. Je ne vais pas m'étendre davantage, vous aurez vous-même l'occasion de vérifier. Et pourquoi tout ça? Pourquoi cette offensive au cœur même de l'Europe? Vous vous souvenez tous de la guerre froide, de la période de la guerre froide, et comment l'Union soviétique fonctionnait, quel était le but géopolitique et géostratégique de l'Union soviétique? Premier but, vis-à-vis des Occidentaux, on va parler de l'Afrique ou du Moyen-Orient ou de l'Asie, vis-à-vis des Occidentaux, c'était, première chose, c'est d'essayer de casser l'unité du bloc occidental, d'essayer d'abord d'opposer les États-Unis à l'Europe, ça c'est fondamental, et surtout en jouant sur le sentiment anti-américain qui a sa propre raison d'être en Europe, certainement, mais en accentuant, en leur disant, attendez, vous rangez derrière les Américains, ces Américains qui sont c'est un nouvel empire colonial qui va vous subjuguer, etc. Regardez comment ils sont expansionnistes, etc. Donc ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nos politiciens européens qui reçoivent des messages constamment de la part de la Russie. Regardez, nous ne sommes pas tellement contre vous, mais nous sommes contre les Américains. Et pourquoi vous acceptez de marcher dans le rang avec les Américains? Pourquoi vous ne vendez pas les Mistral? Parce que les Américains, ils ne veulent pas que vous vendiez les Mistral. En réalité, c'est à votre intérêt. Vous allez être payé, etc. Un discours à l'intérieur de l'Europe. On dressait les Européens de l'Est et du Centre, les nouveaux membres de l'Union Européenne, contre l'Europe occidentale. Le discours officiel russe, c'est de dire, attendez, ceux qui ont des problèmes avec nous, ce sont les Baltes, les Polonais, les Roumains, vous savez, ces gens-là sont un peu génétiquement... vous savez, ils sont totalement obsédés par l'histoire, ils n'arrivent pas à sortir de ce complexe, et donc ils essaient de vous attirer vous inculquer leurs propres valeurs, leur propre histoire traumatique avec nous, alors que nous, on n'a rien contre l'Allemagne, ou l'Italie, ou la France, au contraire, on veut qu'on fasse du business ensemble, que vous vous enrichissiez, venez investir en Russie. En plus, vous savez, chez nous, la corruption, ça marche très bien. Donc, les grandes entreprises qui viennent ici, vous savez, il y a des pourcentages, des commissions, etc., à gauche, à droite. C'est génial, le marché russe. Beaucoup marche, hein. Beaucoup de responsables d'affaires, on va dire, sont tellement accrochés maintenant au marché russe qu'ils ont du mal à en décrocher, parce que ça procure, en plus, dans cette période de vache maigre, des revenus absolument faramineux. Donc c'est une tactique également de diviser à l'intérieur de l'Europe, de classer les uns contre les autres. L'OTAN, alors l'OTAN, le grand ennemi de toujours contre la Russie. Vous savez qu'en 2009, un an après la guerre en Géorgie, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, est allé en Russie, il a rencontré Vladimir Poutine. Ils ont eu un entretien où Rasmussen, à la fin de l'entretien, il y avait une conférence de presse où Rasmussen dit mon rêve, c'est de voir les relations entre l'OTAN et la Russie apaisées, les relations de coopération, d'amitié, etc. Il se tourne après, pathétiquement, vers son homologue, son collègue russe, il lui dit quel est votre rêve, monsieur le président, Premier ministre à l'époque, c'est l'époque où il avait joué je ne sais pas comment appeler ça, une espèce de c'est un changement une division de pouvoir de troisième type entre lui et le président Medvedev. Il se tourne vers Poutine et il dit quel est votre rêve, monsieur le Premier ministre? Et il dit, vous savez, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'OTAN du tout. Il a dit très clairement et très honnêtement, on voit dans les yeux. Il a au moins une
qualité qu'on peut lui reconnaître. En général, il dit assez souvent de ce qu'il pense. Et en général, quand il promet des choses, je peux vous raconter une anecdote. En 2008, avant la guerre en Géorgie, le président géorgien a rencontré Poutine 2 ou 3 fois. Et surtout après la reconnaissance du Kosovo, nous on sentait en Géorgie que la prochaine guerre, ça allait être pour nous. Et on faisait beaucoup de choses à la fois pour alerter les opinions en Occident, mais aussi discuter directement avec les Russes. Poutine, première rencontre au mois de mars, il nous dit, vous savez, ça va tomber sur vous. C'est même pas parce que je vous aime pas, it's just business. C'est même pas parce que je vous aime pas. Mais ils ont fait ça, les Occidentaux, moi je vais réagir, vous allez avoir des problèmes. Deuxième rencontre au mois de juin, donc 2 mois avant la guerre, le président géorgien essaie d'engager un dialogue et il lui dit, tu sais quoi, tes amis occidentaux là, ils te promettent énormément de bonnes choses, mais ils ne tiennent pas leur parole. Moi je te promets que des mauvaises choses, mais je tiens la parole. C'était 2 mois avant la guerre. Donc Rasmussen, 2009, il lui propose un partenariat, il dit non. L'OTAN n'a jamais mis jusqu'à très récemment, même regardez les livres blancs de la défense de la France, jamais la Russie est mise comme l'ennemi potentiel, etc. Maintenant, on met, effectivement, il faut se méfier, attention, ce qu'ils font, les manœuvres, etc. Dans les documents stratégiques russes, qui sont publics, l'OTAN est désignée depuis les années 2000 comme une menace stratégique. C'est plutôt de l'autre côté. Cette menace, la Russie a besoin aussi de l'OTAN comme ennemi, pour mobiliser la population, pour dire attention, on est entouré, on a des ennemis partout, donc il faut obéir au chef, il ne faut pas penser à autre chose, la démocratie c'est mal, on ne peut pas contester ce que dit le chef, parce qu'ils sont tous là autour de nous en train de vouloir nous prendre notre gaz, notre pétrole, notre église orthodoxe, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est absolument indéniable. Si la Russie avait vraiment peur de l'OTAN, pourquoi aujourd'hui la Russie viole, l'armée russe viole l'espace aérien des pays membres de l'OTAN? Ils le font dans les pays baltes, ils le font au long de la Norvège, ils font tout au long ils survolent les côtes atlantiques. C'est-à-dire, s'ils avaient vraiment peur, ils ne feraient pas ça. C'est une tactique pour démontrer à moindre coût, encore une fois, la faiblesse de l'OTAN. C'est-à-dire, on ne va pas chercher l'affrontement parce qu'ils ne veulent pas une guerre totale, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, mais c'est une tactique qui est censée montrer que cette alliance atlantique n'existe que sur le papier. Moi, si j'attaque, je ne vais pas attaquer le Royaume-Uni ou la France ou les États-Unis, non pas du tout. Demain, s'il doit y avoir une petite opération type petit homme vert en Ukraine, en Estonie, mais pas sur l'entier territoire de l'Estonie, je prends une petite ville de Narva qui est à la frontière de la Russie, où en plus la majorité de la population est russophone. Les gens parlent russe. Ils sont citoyens, ils vivent en Estonie, mais c'est des Russes. Bon, j'envoie des gens habillés en vert, des voitures qui n'ont pas de papier d'immatriculation, etc. Que fait l'OTAN? Parce que l'Estonie est membre de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est prête à lancer une 4e guerre mondiale pour l'obscure Estonie, dans une petite ville en plus à l'est de l'Estonie? Et ça, c'est fondamental, parce que s'ils font ça et on ne fait rien, on a déjà perdu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'OTAN. Ça veut dire que l'article 5 n'existe pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas absolument impossible. Le président américain, quelques jours avant le sommet de l'OTAN au Pays de Galles, est allé en Estonie. Et il a fait un discours qui était censé rassurer tout le monde en disant l'article 5 fonctionne. Si la Lettonie ou l'Estonie est attaquée, tout le monde ira défendre l'Estonie. Bon. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était très bien et que beaucoup de gens ont applaudi ce discours. Vous savez que pendant qu'il était en train de prononcer un discours, un officier de service secret estonien avait été enlevé sur le territoire estonien, amené en Russie et montré à la télévision une opération réussie, etc. Donc le président américain pourra raconter ce qu'il veut. Nous, on peut faire ce genre de choses.